À Sceaux, on apprend à aimer les choses discrètes. Les tilleuls du parc, les marches en pierre où le soleil s'endort, les voisins qui saluent d'un bref signe de tête puis disparaissent comme des silhouettes dans la verdure. J'y vis depuis 37 ans dans un petit appartement que Philippe et moi avions choisi pour sa lumière de fin d'après-midi. De ma fenêtre, je vois la dentelle des arbres du domaine, et certains soirs, quand le RERB ralentit avant de filer vers Paris, j'aperçois les visages collés aux vitres, impatients, pressés, oublieux. J'ai souvent pensé que la vie entière ressemble à ce train. On croit qu'il nous appartient parce qu'on y a mis du temps, de l'argent, des promesses, mais il obéit à d'autres rails. Le matin du mariage de ma fille, j'ai pris ce même RER, robe bleu nuit, manteau clair, une broche ancienne à l'épaule. Anaïs avait souhaité quelque chose de très Paris, disait-elle, élégant, moderne. La cérémonie civile eut lieu au 8e arrondissement, l'après-midi, puis tout le monde fut conduit à un hôtel particulier près du parc Monceau, où des tentures blanches s'ouvraient sur un jardin de graviers dorés. Des photographes brillaient de toutes leurs lampes, les cousins se pressaient, les serveurs glissaient, et cet entassement de verre, de fleurs et d'organdis formait comme une mousse épaisse au-dessus d'un trou. Je marchais là-dedans comme on avance dans un rêve où l'on reconnaît les lieux, mais où quelque chose ne colle plus exactement avec le souvenir. On m'installa à la table des proches. Les Porcier, c'est le nom de la famille du marié, dominaient la pièce avec leur assurance de lin neuf. Bernard, le patriarche, à la mâchoire carrée. Louise, silhouette sèche et parfum capiteux. Julien, le groom, le sourire aiguisé à force de s'exercer devant des miroirs. À Sceaux, on ne parle pas de fortune, on dit « ils sont bien ». Les Porcier à Paris disaient « nous sommes le groupe ». Et le groupe, d'après leur bouche, pesait plus qu'un peuple. Anaïs, ma petite, avait le cou orné de perles sages, mais son regard roulait de table en table avec une fièvre qui n'était pas la joie, sans doute la sensation d'arriver, enfin, là où elle pensait qu'on l'avait toujours tenue à l'écart. Je la regardais longuement pour retenir ce qu'il me fallait garder d'elle. La fossette au coin du sourire, la petite mèche qui échappe toujours au chignon. Dans ce genre de soirée, on conserve des miettes pour l'hiver. Il y eut des toasts. Trop. Chacun voulut parler, se battre à coups de compliments vides, de traits d'esprit polis, comme on s'acharne sur une meringue jusqu'à la faire s'écrouler. Puis Julien, déjà rouge de champagne, réclama un moment de franchise. Il prit le micro, posa sa main sur l'épaule d'Anaïs et, en direction de ma chaise, lança d'une voix amusée, celle qu'on prend pour humilier tout en faisant rire. Et voici la maman. Notre rate laide préférée. La salle éclata. On riait. Le mot tombé lourd avait trouvé sa pierre. Je sentis un souffle froid qui me traversa la poitrine, puis plus rien, sinon un tintement de verre au loin, comme si j'avais été déplacée dans une autre pièce où l'on écoute la fête à travers un mur. Je n'ai pas fondu en larmes. Je n'ai pas quitté la salle. À Sceaux, les femmes âgées ont la pudeur des vieilles pierres. Je me suis simplement redressée. J'ai lissé mon manteau clair, j'ai regardé ma fille. Elle avait souri, un sourire court, complice, presque honteux, et j'ai reposé mes mains l'une sur l'autre. C'est fou comme le silence, lorsqu'on vous le laisse, peut devenir un manteau royal. À ma droite, un homme n'avait pas ri. Grand, cheveux gris impeccablement peignés, costume sombre coupé à l'anglaise. On l'appelait oncle Sylvain, un frère de Bernard, disait-on, l'homme des dossiers. Je croisais son regard une seconde. Son visage venait de se vider comme un verre. On y lisait une reconnaissance, non pas mondaine, mais comptable. J'ai connu cet air-là autrefois, quand Philippe revenait d'une réunion où quelque chose avait déraillé sans bruit. Le regard d'un homme qui sait qu'une pièce essentielle n'est pas à sa place. Plus tard, dans le jardin, alors que les guirlandes électriques commençaient leur faux ciel étoilé, Sylvain se planta à 3 pas de moi, comme s'il hésitait entre la révérence et la fuite. Il dit « Madame », puis se ravisa, s'essuya le front avec une politesse nerveuse et s'éloigna. C'était suffisant. Les hommes de contrôle ne s'inclinent que devant ce qui les dépasse. Le DJ lança une valse moderne, les invités envahirent la piste. On riait encore du trait d'esprit de Julien, en lissant les plis de ses chemises neuves. Je compris alors que ce qui m'avait traversé, ce souffle froid, n'était pas la honte, c'était la bascule. À Sceaux,
le vent change souvent sans prévenir. Les feuilles se retournent, argentées, puis reprennent leur face sombre. J'avais passé ma vie à sauver, à taire, à arrondir les angles pour qu'Anaïs ne se blesse pas. Ce soir-là, je la vis se blesser de son propre élan et je sus que je n'emplâtrerais plus rien. Je remontais mon manteau sur mes épaules et en suivant la ligne des platanes du parc Monceau, je songeais au bruit que fait une clé lorsqu'elle tourne lentement dans une serrure à laquelle personne ne prête attention. Ce bruit-là, je l'entendis en moi, net. L'oncle Sylvain aussi l'avait entendu à sa manière. On peut rire d'une vieille femme. On rit moins d'une signature qui attend, immobile, au bas d'un contrat. Je pensais à Sceaux, à ma table près de la fenêtre, au thé brûlant et à la ville qui s'assombrit au l'hiver. Je rentrerai par le RER, comme toujours. Demain, j'ouvrirai un dossier laissé en sommeil. Les portiers, me disais-je, aiment les éclairages frontaux et les miroirs grands comme des murs. Je préfère les couloirs, les abat-jours et ce petit bruit sec que fait le monde quand on remet une chose à sa juste place. Si vous avez déjà tenu votre langue jusqu'au sang, dites-moi. À quel moment avez-vous compris que le silence, parfois, est une lame polie? Le lendemain, Sceaux avait cette odeur de buée et de pierre froide qui vous remonte des marches du RER comme un souvenir. J'ai préparé du thé noir, ouvert la fenêtre sur les tilleuls, puis j'ai posé le plateau près du classeur taupe, celui qui dort derrière le paravent depuis 3 ans. Philippe l'appelait ton coffre en carton. Après sa mort, j'ai gardé la table, la bouilloire, la lampe à abat-jour vert. Le reste, je l'ai réduit. Les gens confondent toujours modeste et démuni. J'ai grandi dans une maison où l'on pliait les draps droits et où l'on cachait sa force, comme on rentre le ventre en passant devant un miroir. On m'a répété en silence, ce qu'on donne au regard, c'est ce qu'on est prêt à perdre. 3 ans plus tôt, l'hiver 2021 avait été sec et sans éclat. Je descendais au marché de la rue Houdan acheter des poireaux. C'est à cette époque que j'ai rencontré pour la première fois le nom portier ailleurs que dans les pages économie d'un hebdomadaire. Un ami de Philippe, ancien collègue de cabinet, m'avait appelé « J'ai un dossier atypique. Une maison familiale bien exposée, mais à court d'oxygène. On cherche un relais discret. » Discret, le mot me convenait. Ce n'était pas mon premier investissement, simplement le plus délicat. Je n'ai pas eu d'études prestigieuses, seulement une patience d'aiguille et 27 ans à tenir la boutique de Philippe, à veiller les comptes, à apprendre par le couloir ce que d'autres proclamaient par colloque. À force de factures, de bilans et de rendez-vous chez le notaire, on finit par comprendre ce qui tient debout dans ce pays. Les statuts, la façon dont une clause se glisse sous la moquette pour se transformer en levier quand tout le monde a oublié qu'elle était là. Avec Maître Durand, un notaire de Bourg-la-Reine, précis comme une montre suisse, nous avions monté au fil des années une petite architecture sans prétention. Un PEA laissé prospérer patiemment, quelques parts de SCPI, une SCI familiale qui détenait le studio d'Anaïs quand elle faisait ses stages à Paris, et surtout une SAS de poche, au nom FAD, Parapluie Conseil, dont j'étais présidente. Rien de romanesque. Des papiers propres, des registres à jour, des décisions d'associés consignées. Je n'aime pas l'aventure. J'aime ce qui tombe juste. Le dossier atypique consistait en une augmentation de capital tronquée dans l'une des sociétés pivots du groupe Portier. On parlait de supply chain, de machines à renouveler, d'une filiale étranglée par une banque devenue nerveuse. L'affaire sentait la belle famille persuadée d'être éternelle et un comptable qui, la nuit, calcule avec un verre d'eau à la main. J'ai fait ce que je sais faire. J'ai lu les statuts, le pacte d'associés, les annexes. Dans une page grise, à la fin, une clause d'agrément mal comprise leur réservait le droit d'entrée. Mais elle offrait, à qui entrait, des droits de veto sur certains engagements, au nom de la protection des minoritaires. Le juriste l'avait sans doute rédigé dans un moment de conscience professionnelle. Les familles aiment les juristes consciencieux tant qu'ils restent invisibles. Par Parapluie Conseil, j'ai participé à l'augmentation. Une somme raisonnable, mais au bon endroit, au bon moment. On m'accorda un siège sans chaise, un droit d'information étendu et un visa préalable pour toute dette nouvelle au-delà d'un seuil défini. Le mot n'a pas claqué sur la table. Il a glissé. Je suis restée invisible.
Oncle Sylvain, à l'époque, avait signé le procès-verbal de l'Assemblée générale, stylo plume, écriture régulière. J'ai conservé le double annoté par Maître Durand dans mon classeur taupe. Je n'avais aucune intention d'en faire usage. C'était pour moi une habitude d'horlogère, savoir où dorment les ressorts. Après la mort de Philippe, Anaïs avait pris de la distance. Un déménagement près de la porte Maillot, un nouveau cercle, des photos filtrées couleur champagne. Elle me parlait de niveau, de code. J'entendais surtout une peur ancienne, celle de manquer, celle d'être vue à découvert. Elle me reprochait mon appartement trop sage, mon manteau trop sage, ma façon de garder la nappe propre après le café. Les enfants, à un moment, vous empruntent pour courir plus vite et vous rendent plus tard un peu cabossé. Ce que j'avais de plus délicat à lui offrir, la retenue, elle l'avait reçu comme un manque. Le matin qui suivit le mariage, j'ai tiré du dossier le pacte d'associés, j'ai relu la clause consentement préalable de la présidente de Parapluie Conseil pour tout endettement 500 000 € ou cession d'actifs significatifs. J'ai souri. Ce n'était pas un piège, c'était une ceinture. Eux l'avaient oublié. Moi, je savais que l'on vit plus droit quand le vêtement tient. Je n'allais pas punir. Je n'ai pas ce langage. Simplement, je n'emplâtrai plus. Dès la fin de matinée, j'ai appelé Maître Durand. Sa voix claire a dit « Bonjour, madame » et j'ai senti dans sa respiration qu'il devinait le réveil d'un dossier. Nous avons convenu d'un rendez-vous l'après-midi, rue de la République. J'ai emporté le classeur taupe, mon carnet noir et un stylo qui trace net. En sortant, So avait repris son visage du lundi, des poussettes, des sacs en toile, des chiens sages. Le Herbé filait vers Paris avec ce ronron de bêtes apprivoisées. Je regardais les visages, encore. Personne ne vous connaît dans un train, c'est sa politesse. Il y a des jours où l'on remercie l'anonymat comme une bénédiction. D'autres où on le porte comme un manteau de pouvoir. À Bourg-la-Reine, en montant les marches vers l'étude, j'ai pensé à oncle Sylvain hier soir, son front soudain humide, son madame suspendue. Les hommes qui ont vu la mer savent reconnaître une lame de fond. La mienne n'aurait pas d'écume et elle ne renverserait rien. Elle ferait seulement reculer le rivage jusqu'à la ligne que la loi avait tracée. C'est tout. C'est assez. L'étude de Maître Durand sentait la cire et le papier chaud. Il a pris le classeur taupe avec ce respect léger qu'ont les notaires pour les choses bien tenues, a tourné doucement les intercalaires, puis a posé l'index sur la clause clé comme on touche la corde d'une cloche. Nous avons relu ensemble le pacte d'associés, l'avenant de 2021, les procès-verbaux d'assemblée. Tout était propre, signé, paraphé. On ne se défend pas par des éclats de voix, mais par des lignes droites. On n'ouvrira aucun contentieux, ai-je dit. J'exercerai simplement mon droit de regard et de visa. Il a hoché la tête. Alors, procédons avec méthode. Une lettre recommandée, rappelant le périmètre du consentement préalable, un calendrier d'information et la mention que toute dette nouvelle, au-delà du seuil, devra, à titre conservatoire, faire l'objet d'un dossier complet. Il a parlé de l'huissier comme d'un parapluie par temps incertain, inutile sous le soleil, précieux quand les nuages s'épaississent. Nous avons rédigé un courrier bref, sans venin, daté, numéroté, envoyé le jour même au siège du groupe Porcier, copie au commissaire aux comptes. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à la façon dont une maison se tient debout. Ce n'est pas un lustre ni un bouquet dans l'entrée. Ce sont les poutres, le chaînage, les angles bien de niveau. Le pacte d'associés était ma poutre. Je n'ajouterai ni clous ni peinture. Je me contenterai de laisser la charpente travailler. La première secousse arriva plus vite que je ne le croyais. Le lendemain, sur l'adresse dédiée de Parapluie Conseil, un message de la direction financière de Portier. Mise en place urgente d'un bridge de 1,2 million € pour la filiale technique, signature envisagée sous 10 jours. Un dossier joint, pressé, des tableaux soignés, des scénarios de trésorerie à 3 mois. J'ai lu. J'ai noté 2 incohérences de délai fournisseur et une hypothèse fragile sur un acompte client. C'était pas une catastrophe, c'était un empilement d'optimisme. À Sceaux, on n'empile pas des chaises bancales. J'ai répondu par une demande simple, audit documentaire de la filiale, contrat client, échéancier bancaire, détail des engagements hors bilan. Et conformément au pacte, avis réservé tant que les pièces ne seraient pas complètes.
Pas un refus, un temps de respiration, le même que je prends avant de monter l'escalier quand mes genoux protestent. Dans l'après-midi, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je n'ai pas décroché. Quelques minutes plus tard, un mail signé « Sylvain Portier, ton courtois, presque amical, se voir pour échanger de vive voix ». Il proposait un café près du parc Monceau, notre terrain neutre. J'ai regardé par la fenêtre la ligne sage des tilleuls et j'ai pensé à sa sueur furtive, la veille du mariage. Je n'ai pas répondu. J'ai transmis son message à Maître Durand, avec pour seule note « Je souhaite que tout passe par écrit ». On croit que la parole rapproche. Parfois, elle dilue. Le soir, Anaïs a envoyé une photo d'elle en robe de départ sur le perron de l'hôtel particulier. Son sourire avait ce grain de velours qu'offrent les filtres. Pas un mot pour la scène de la veille. Pas un mot pour moi. J'ai posé le téléphone sur la nappe, comme on pose un verre vide. La maternité est un long métier du silence. Celui-ci, désormais, ne m'abîmerait plus. 2 jours plus tard, Portier a renvoyé un dossier amendé. Les lacunes persistaient. J'ai émis un avis défavorable motivé sur le bridge en 3 paragraphes nets. J'y ai écrit ce que Philippe m'avait appris à dire sans colère. À ce stade, et au vu des éléments transmis, le risque de liquidité demeure sous-évalué. Rien d'accusatoire, rien de théâtral. J'ai conclu par une phrase sur la volonté commune de préservation de la valeur, afin que personne ne puisse, plus tard, me peindre en incendiaire. Le même jour, un banquier que je connaissais depuis longtemps, Élodie, aujourd'hui directrice d'agence à Antony, m'a appelé par courtoisie. On nous parle d'une mise en place express pour Portier. Tu es confortable? Élodie ne franchit jamais la ligne jaune. Elle sait, comme moi, que les banques aiment les signatures lisibles et les calendriers sans surprise. Je lui ai répondu ce que dit la loi, qu'un pacte existe, qu'un consentement préalable est requis, qu'à défaut, il serait imprudent de courir. Elle a compris. La prudence ne se crie pas, elle se pratique. Le bruit, naturellement, a pris. D'abord un remous interne, ces mails où l'on met trop de monde en copie, trop vite, puis une épaisseur dans les phrases. Les « tout va bien » se sont lestés de subordonnés. Le vendredi, un conseil de direction a été avancé. On parlait de ralentissement administratif. Les mots servent souvent de voile à ce qu'on ne veut pas regarder droit. Dans le même temps, j'ai reçu une nouvelle invitation de Sylvain, plus brève, plus tendue. Il y a des hommes qui sentent l'orage avant qu'il n'éclate, mais qui continuent de dresser des tables dans le jardin. Le samedi, j'ai pris le bus 128 jusqu'à la coulée verte. Les familles passaient, les enfants couraient, les vélos glissaient. Je n'avais pas de rancœur, seulement une attention plus vive à chaque chose. J'ai pensé à Anaïs petite, à ses genoux écorchés, à sa façon d'attendre mon approbation avant de montrer son dessin. Et je me suis dit que ce que nous appelons vengeance ressemble souvent à un retour à la mesure, remettre les objets à la place où ils ne tombent plus. Le lundi suivant, Parapluie Conseil a lancé une demande formelle d'accès aux comptes trimestriels et au registre des cautions. Dans la foulée, Maître Durand a fait signifier par huissier, poliment, notre rappel de procédure. On n'envoie pas l'huissier comme on envoie un chien, on l'envoie comme on allume une lampe dans une pièce où tout le monde a les yeux habitués à l'ombre. À la fin de la semaine, j'ai reçu un dernier mail de Sylvain. Nous avons compris votre position. Nous souhaitons que cela reste serein. J'ai fermé l'ordinateur. Serein, oui. Mais je savais que de l'autre côté de la scène, Julien avait dû frapper du poing sur une table neutre en bois blond. Les hommes qui vivent de miroirs détestent les vitres sans teint. Je n'avais encore rien fait tomber. J'avais seulement tenu la charnière. Parfois, il suffit d'empêcher une porte de claquer pour que chacun entende, enfin, le courant d'air qui traverse la maison. Le mardi, la pluie fine s'installait comme une nappe sur seau. Je suis descendu à la gare, carnet noir dans la poche, et j'ai laissé le RER me déposer à Denfert avant de remonter vers Miromesnil. Les portiers avaient convoqué un point serein avec la direction financière et leurs conseils. Rien d'hostile, m'assurait le mail, un échange pour fluidifier. La fluidité, dans la bouche des gens pressés, signifie souvent contourner sans bruit. La salle de réunion donnait sur une cour intérieure trop propre pour être vraiment vivante. On m'y plaça avec les politesses d'usage.
Un jeune directeur financier déroula un diaporama où les chiffres avaient l'air lavés la veille. Julien entra en retard, veste ouverte, sourire tranchant. Il salua sans me regarder, posa ses mains bien à plat sur la table et dit « Nous allons avancer, j'espère, sur ce bridge ». Je notais la façon dont le pronom « nous » se gonfle, chez certains, jusqu'à engloutir ceux qu'il prétend associer. Je repris calmement les demandes déjà formulées. Contrat client, engagement hors bilan, registre des cautions. Ajoutais, sans y mettre de pierre, que la clause d'agrément, signée, publiée, opposable, imposait mon visa pour tout endettement au-dessus de 500 000 €. Le juriste interne, un garçon à lunettes, consulta ses notes. Je vis sa nuque se raidir. Il savait. Julien, lui, proposa une solution pragmatique. Scinder la dette en 3 lignes de 400 000 €. Je sentis le regard du juriste glisser vers moi, comme pour s'excuser à l'avance. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai seulement ouvert le pacte d'associés, posé mon doigt sur la phrase que nous avions laissée volontairement large en 2021. Toute opération concourant à un endettement supérieur au seuil, y compris par fractionnement, est soumise au consentement préalable de la présidente de Parapluie Conseil. Une poutre ne se fragilise pas en la mesurant différemment. Julien souffla, lança un trait d'esprit qui fit rire 2 cadres affamés d'approbation. J'ai demandé, par écrit, un planning de trésorerie consolidé à 6 mois. Nous en restâmes là. En sortant, l'air de la rue Miromesnil sentait le ciment tiède. Je longeais les façades grises jusqu'au métro. Par la vitre du wagon, je me vis comme on voit une inconnue. Manteau clair, sac posé sur les genoux, tête droite. Parfois, la neutralité est un luxe, parfois c'est un abri. Le soir, Anaïs m'écrivit pour m'inviter à déjeuner entre femmes près de la Porte Maillot. Nous nous retrouvâmes le lendemain dans une brasserie aux banquettes Grenat. Elle posa ses lunettes de soleil sur la table avec un soin étudié, commanda un tartare sans capre, puis entama d'une voix qu'elle voulait légère le récit d'une lune de miel repoussée pour cause de dossier. Elle parla de projets, de dîners, de tailleurs qu'elle aimerait enfin oser. J'attendis. Le moment vint, inévitable. « Maman, je sais que tu peux. » Aider à ce que ça se passe sans drame. Julien a beaucoup de pression. Tu sais, les hommes. Elle laissa la fin de la phrase en suspens, comme on laisse une chaise tirer sa propre place. Je reposais ma fourchette. J'aurais pu dire 1000 choses sur les hommes, sur la pression, sur la façon dont on apprend à encaisser sans déplacer le monde. Je n'ai rien dit de tout cela. J'ai simplement prononcé la phrase que la loi m'autorisait à dire. Il manque des pièces au dossier. Quand elles seront là, je lirai. Elle eut un petit rire qui voulait signifier la maturité. Puis, très vite, ses yeux se voilèrent. Le silence nous accompagna jusqu'au café. En la regardant remuer son sucre, j'ai pensé à la petite fille qui, autrefois, plissait le front pour comprendre les règles d'un jeu, et à la femme d'aujourd'hui qui tente de plier les règles au lieu d'apprendre à jouer juste. Nous nous sommes quittés sur le trottoir, avec ces bises qui n'atteignent pas la joue. Le jeudi, un appel d'Élodie. Ils ont tenté une ligne de trésorerie chez nous, par relais fournisseur. 3 tranches. Je répondis que la clause couvrait aussi ces relais déguisés. Elle souffla son approbation professionnelle. Le dossier, pour l'instant, resterait au frais. Le bruit, en revanche, chauffait. Chez Porcier, on parla d'inertie administrative, de partenaires trop prudents. Les mots, quand ils ne peuvent pas franchir un obstacle, lui tournent autour comme des chiens. Dans la semaine, 2 fournisseurs sollicitèrent des rendez-vous en off. De vieux prestataires, payés tard, fébriles, qui cherchaient seulement à savoir si le sol tenait. Je les reçus à Sceaux, à ma table près de la fenêtre. Je ne promets jamais ce que je ne maîtrise pas. Je rappelais sobrement que mon rôle était de veiller à la cohérence des engagements, non de trancher le quotidien. Ils repartent apaisés non pas parce que je les avais rassurés, mais parce que quelqu'un, quelque part, tenait un fil. Julien, pour sa part, accéléra du côté des apparences. On le vit, les réseaux ont des oreilles, inaugurer un espace de showroom, verre levé, discours sur la résilience de l'industrie française. Les photos étaient belles, trop belles. Je sais ce que costent ces lumières-là. Elles ne se règlent pas en retardant un loyer, elles s'achètent en avalant de l'air. Le lendemain, un mail tomba. Cession envisagée d'un actif non stratégique.
parc machine ancien, montant inférieur au seuil, exécution rapide. Le juriste avait souligné inférieur au seuil. J'ai répondu, avec la patience d'une marchande de métrage, qu'une cession non stratégique doit quand même entrer dans un plan de trésorerie crédible, faute de quoi elle devient un emplâtre sur planche pourrie. Avis réservé, encore. Ce même soir, à Sceaux, la lumière s'est posée sur le domaine comme une main sur un front fiévreux. J'ai tiré la nappe, versé un peu de thé, ouvert mon carnet. J'y ai noté 3 lignes. Fractionnement acté. 2. Relais fournisseur tenté. 3. Session basse en cours. Puis j'ai écrit à part Anaïs Tartare, lunettes, tu sais, les hommes. On croit protéger ses enfants en adoucissant les angles du monde. On oublie qu'ils apprendront un jour que les angles existent. Il vaut mieux leur montrer comment ne pas s'y déchirer. Le vendredi, une convocation tomba pour un conseil restreint au siège à la Défense. Point bloquant, disait l'objet. J'y allais. Dans la salle vitrée, on voyait le ciel emmuré entre les tours. Julien parla longtemps, trop vite. Sylvain se taisait. À la fin, il demanda d'une voix basse si nous pouvions convenir d'un modus vivendi temporaire. Je répondis qu'il existait déjà. Il s'appelait le pacte. Je n'ai pas ajouté que certaines maisons, pour rester debout, doivent cesser de pousser leurs murs contre la rue. En redescendant vers l'esplanade, le vent d'ouest faisait claquer ma veste. Je pensais au tribunal de commerce, pas si loin, quai de la Corse, un bâtiment où les phrases cessent d'être des postures. Je n'avais pas l'intention d'y traîner les portiers. Je voulais seulement que chacun retrouve la dignité du réel, des chiffres, des délais, des limites. La vengeance silencieuse n'est pas un poison, c'est une mesure exacte. Et depuis quelques jours, je sentais que dans la maison portier, quelqu'un avait commencé enfin à sortir un niveau. Le lundi suivant, un courriel au ton blanchi proposa une clarification de gouvernance. Les portiers convoquaient une assemblée générale extraordinaire pour adapter les statuts au contexte et fluidifier la prise de décision. L'ordre du jour, serré comme un corset. Révision des seuils d'endettement, création d'un comité ad hoc, délégation large au directeur général. Je lus 2 fois. Dans le pacte d'associés, nous avions prévu que toute modification des statuts touchant au droit de veto ou à l'agrément exigerait l'accord unanime des signataires. Les familles aiment oublier ce mot, unanime. Il transforme les salons en antichambres. J'ai appelé Maître Durand. Sa voix toujours claire. Nous y serons, avec procès-verbal et rappel des clauses en préambule. Il proposa, par prudence, un constat d'huissier à l'ouverture, pour éviter ces minutes qui, plus tard, jouent à cache-cache. J'ai acquiescé. La vengeance n'est pas une épée, c'est un classeur complet. Le même jour, Élodie m'écrivit un court message. Tentative d'affacturage éclair côté portier via un courtier. Elle ne trahissait aucun secret. Elle signalait un mouvement de surface. L'affacturage est une respiration utile quand le thorax se soulève encore. Mais en mode éclair, mal documenté, c'est une course au bord du trottoir. J'ai répondu ce que je devais, que toute cession de créances significative entrait dans le champ du pacte, que j'exigeais la liste des factures et les notifications aux clients. Dans l'heure, Sylvain adressa un mail conciliant. Nous prendrons le temps requis. À Sceaux, la pluie avait rincé l'air. Je suis sortie jusqu'à la librairie de la rue Houdan et acheté un roman policier pour occuper mes nuits qui rallongeaient. Au comptoir, la libraire m'a parlé des nouveautés comme on parle d'un temps sûr qui reviendra. Je l'ai remerciée. Je pense souvent que tenir une maison, un commerce, une famille, c'est la même fatigue exacte. Compter ce qu'on a, nommer ce qui manque, ne pas mentir sur la distance entre les deux. Le mercredi, l'AG eut lieu dans une salle louée à 2 pas de la Défense. Tapis gris, eau minérale, dossier relié, l'apparat convenable. L'huissier discret nota les présents. Sylvain accueillit chacun avec une politesse de marbre. Julien passa comme un météore, posant sa chaleur feinte sur les épaules, serrant les mains trop fort. Je pris place, manteau clair, carnet prêt. Le juriste interne lut l'ordre du jour. À l'item « Adaptation des statuts », j'ai levé la main et rappelé, sans emphase, l'article 9 du pacte, unanimité requise. L'huissier inscrivit. 2 associés minoritaires échangèrent un regard. Ils n'avaient pas lu ou pas cru. Julien tenta un exposé sur l'agilité. Je laissai finir.
Puis j'ai dit doucement que l'agilité sans colonne vertébrale ressemble à une danse de pantin, qu'on pouvait, si l'on voulait, parler d'un calendrier d'information renforcé, d'un reporting mensuel, de points intermédiaires, tout ce qui nourrit la confiance. Mais que la poutre resterait. On passa au vote. L'item fut abandonné. Sylvain se racla la gorge, remercia, proposa une trêve sémantique. Nous poursuivrons l'effort commun. L'expression m'a toujours amusée. Elle ressemble à ces pancartes de chantier où l'on promet la fin des nuisances au printemps. En sortant, je croisais le regard d'un salarié venu porter des dossiers. Il avait les mains tachées d'encre et un badge plastifié. Un de ceux qui, le matin, font tourner les lumières. Son regard, un instant, eut la franchise d'un puits. Je me suis rappelé pourquoi je tenais la poutre, pas pour les lustres. Les jours suivants, les rumeurs s'organisèrent. Un article anonyme, sur un site friand d'écho économique, évoqua un investisseur frileux qui briderait la croissance d'un acteur historique. On m'accusait sans me nommer. On accusait surtout la prudence, comme si elle était une maladie honteuse. Je n'ai pas réagi. Ceux qui vivent d'articles apprennent tôt que l'encre sèche plus vite que les chiffres. Anaïs m'invita un dimanche à un déjeuner en famille chez Bernard et Louise, dans leur appartement impeccable près de Terne. J'acceptais. Les murs beiges avaient cette manière d'absorber la lumière, comme pour ne rien laisser paraître. Sur la table, des fleurs pâles, un rôti exact, du vin bien tempéré. On parla de rien, d'opéra, de ski. Puis, dépliant sa serviette avec soin, Bernard aborda la nécessité d'éviter les crispations, ce mot qui, sous sa bienséance, écorche comme du sisal. Louise posa sa main sur celle d'Anaïs, d'un geste de reine qui se veut tendre. Julien regarda par la fenêtre. Enfin, Sylvain, d'une voix basse, dit « Nous savons tous que le pacte existe ». Le silence se posa, lourd et net, comme une couverture de déménagement. Je n'ai pas profité de l'instant. J'ai simplement répondu que je continuerai à lire les dossiers et à viser ce qui doit l'être. « Ce n'est pas contre vous », ai-je ajouté, « c'est pour l'entreprise ». Anaïs me fixa, surprise de m'entendre dire « entreprise » sans acidité. Elle ne sait pas que j'ai passé 27 ans à coller des étiquettes sur des dossiers et que parfois, un mot honnête tient plus longtemps qu'un grand serment. À la fin du café, Bernard annonça, avec cette fausse bonhomie des hommes qui se sentent propriétaires de la table, l'organisation d'une grande soirée pour les 50 ans du groupe. Sponsors, partenaires, presse, nous montrerons que tout va bien. Je déposai ma tasse. Les fêtes servent à couvrir le vacarme des charpentes. Parfois, elles l'amplifient. En rentrant à Sceaux, la lumière de fin d'après-midi passait entre les tilleuls comme des rubans usés. J'ai ouvert mon carnet et noté 1. AG. Unanimité rappelée, item retiré. 2. Affacturage, suspendu, pièce à suivre. Déjeuner, mention du pacte par Sylvain, première fois. 4. Soirée 50 ans, à noter. Puis, à part, Anaïs, robe crème, sourire tenu, surprise au mot entreprise. Je me suis versé un thé et ouvert le roman policier, n'ai lu que 3 pages. Une intuition simple, sans drame, s'est posée. Plus ils allument de lampes, plus la poutre devient visible. Et lorsque vient le moment de la salle pleine, un seul mot exact peut faire taire les lustres. La semaine précédant la grande soirée, l'air avait cette tension électrique des fenêtres qu'on ferme trop vite. Les invitations circulaient, les traiteurs s'affairaient, un piano à queue devait être livré sur une estrade de verre. Tout brillait d'une propreté qui sentait la dissimulation. De mon côté, je recevais des documents tardifs, des tableurs à l'arraché, des engagements annexes que l'on espérait sans doute noyer dans la fête. J'ai continué à répondre avec la même écriture droite, pièce manquante, hypothèse non étayée, avis réservé. Le mardi, une alerte tomba. Projet de nantissement sur un parc machine au profit d'un prêteur alternatif, non bancaire, pour assurer un financement relais hors bilan. La note indiquait, d'une phrase trop courte, que l'opération ne franchit pas le seuil d'endettement visé au pacte. C'était inexact. Le nantissement, même si l'argent ne traverse pas la banque au sens strict, demeure un engagement qui pèse sur l'actif et entre dans la mécanique d'endettement. J'ai demandé l'intégralité du contrat cadre, la liste des biens grevés, les conditions de défaut, et j'ai joint, presque tendre, un extrait du pacte où la protection de la valeur d'actifs était mentionnée noir sur blanc. Les mots écrits ont cette politesse.
Ils ne crient pas, mais ils tiennent. Dans l'après-midi, Sylvain demanda une rencontre restreinte familiale chez Bernard et Louise pour s'éviter les malentendus. On fixa le jeudi, dîner simple, 8 couverts. J'y allais avec mon manteau clair et mon carnet noir, sans colère, sans plaisir. Les appartements des Ternes ont cette noblesse discrète des moulures qui ont vu passer trop de saisons pour s'émouvoir encore. La table était dressée dans des tons crème, les verres alignés en cadence. On parla 20 minutes de tout et de rien. La météo en montagne, les tarifs des écoles, un article sur la réindustrialisation nécessaire. Puis Sylvain posa sa serviette, prit une respiration courte et dit « Il faut que les choses soient dites proprement ». Il se tourna vers Bernard, puis vers Julien. Madame est présidente de Parapluie Conseil, signataire du pacte d'associés de 2021. Son visa est requis pour tout endettement au-delà du seuil, y compris par fractionnement et par garantie sur actif. C'est un fait. Bernard remua sa bague. Louise eut un imperceptible tressaillement. Julien sourit. Ces sourires qu'on chausse comme des bottes neuves quand on sait qu'elles blesseront. Et lâcha. Très bien, nous ferons sans ou autrement. On connaît Paris. Je n'ai pas répondu à Julien. J'ai regardé Anaïs. Elle ne clignait pas. Son regard cherchait sur mon visage un geste maternel, une marche arrière qui l'absoudrait d'avoir cru aux salles éclairées. Je lui ai offert, au lieu de cela, la seule douceur possible, la stabilité. Je lirai les dossiers complets et je dis, je donnerai mon visa quand les chiffres tiendront. Le plat est arrivé, exact, saignant. Les conversations ont un moment suivi la sauce. Puis Sylvain reprit, plus bas, nous n'avons pas intérêt à jouer contre nos propres statuts. Le marché a de bonnes oreilles. Les mots étaient pesés. Il savait qu'au premier faux pas, les banques, les assureurs crédits, les fournisseurs, tout ce petit monde qui tient une maison par ses bords se resserrerait. Bernard acquiesça de manière infime, Louise versa du vin d'une main trop soignée. Julien, lui, tapota son téléphone sous la nappe comme on palpe un talisman. Après le dessert, on présenta la soirée des 50 ans. Programme, intervenant, sponsor. Je pris la feuille, la luce. On y promettait une annonce majeure sur la croissance externe. Une annonce majeure suppose un dossier majeur. Le mien de dossier était léger. Je reposais la feuille, notais la date, l'heure, le lieu. Un pavillon de l'Ouest parisien où les verrières font la conversation à elles seules. Et je dis seulement, toute diffusion d'informations engageantes sans pièce à l'appui est un mauvais manteau par grand vent. Sylvain hocha la tête. Julien se leva, déclara qu'il devait rejoindre une préparation de plateau. La fête avait déjà commencé, ailleurs, dans le miroir. Le lendemain, j'ai reçu par courrier recommandé un projet de charte de gouvernance événementielle, où l'on voulait cantonner le périmètre de mon visa pendant 2 mois pour fluidifier. L'idée était maladroite et dangereuse. Je la transmis à Maître Durand, qui répondit en 3 lignes propres. Nullité évidente d'une charte qui prétend amender un pacte. Rappel de l'unanimité. Invitation à formaliser un calendrier d'information renforcé, si souhaité. Dans l'heure, je fis porter par huissier, encore lui, tranquille, notre rappel au terme, non pas pour humilier, mais pour mettre une date et une heure sur la limite. L'huissier, j'y pense souvent, n'est pas un bruyant. C'est un homme qui allume la lumière et note où chacun se trouve quand elle s'allume. Dans l'après-midi, Élodie m'appela à voix basse. Ils ont sollicité un assureur crédit pour relever une ligne fournisseur. Les dossiers ne sont pas mûrs. Elle ne contrevenait à rien. Elle me dissuadait de dormir trop tôt. Je la remerciais. Les nouvelles responsables ne sont pas des confidences. Ce sont des cailloux sur un chemin pour ne pas se tordre la cheville. Le soir, j'ai relu calmement tout ce qui me liait à cette famille. 27 ans de boutique, une enfant élevée avec des serviettes bien pliées, un pacte écrit au propre, un silence que l'on confond avec la faiblesse. J'ai pensé à Philippe, à sa manière d'entrer dans une pièce en vérifiant le niveau des cadres. Il n'aimait pas les murs porteurs qu'on malmène pour agrandir le salon. Ce qu'on gagne en surface, disait-il, on le perd en tenue. Le vendredi, un dernier message, d'une adresse que je ne connaissais pas, me parvint. Le soir de la grande fête, nous annoncerons la signature d'un partenariat stratégique. Votre visa n'est pas requis, il ne s'agit pas d'un endettement.
Je posai le courrier, pris mon stylo et répondis d'une seule phrase. S'il emporte des engagements financiers actuels ou futurs au-delà du seuil, il relève du pacte. À défaut, je vous souhaite une belle fête. Puis je me suis levée, j'ai lavé 2 verres, j'ai étendu la nappe propre. Par la fenêtre, les tilleuls du domaine remuaient à peine. Les maisons qui tiennent ont toujours l'air calmes juste avant l'orage. Ce n'est pas parce qu'elles sont indifférentes, c'est parce qu'elles sont prêtes. La veille de la grande soirée, So avait repris son visage d'automne sage. Je pliai la nappe, vérifiai que le sel ne faisait pas bloc dans sa petite coupelle quand on sonna. J'ai mis un instant à reconnaître, derrière le Judas, le profil d'Anaïs. Le dos trop droit, les épaules tirées sous un tranche clair. Je lui ai ouvert. Elle entra comme quelqu'un qui n'ose pas enlever ses chaussures chez soi. Je lui ai proposé du thé. Elle a dit oui, puis non, puis de l'eau, ça ira. Elle posa son sac sur la chaise près de la fenêtre, la même où elle s'asseyait enfant pour regarder la pluie. Ses yeux ont glissé sur la bouilloire, l'abat-jour vert, la table simple qui n'a pas changé. Elle a souri un peu, le sourire d'une femme qui s'accroche à quelque chose qu'elle n'a pas eu le temps ou le courage de perdre. « Maman, je ne suis pas là pour te parler de chiffres », a-t-elle commencé, d'une voix trop préparée. « Je suis là pour te parler de nous. » Les mots de nous tombent souvent comme des cartes déjà marquées. J'ai attendu. Elle s'est assise, a sorti un mouchoir, l'a retourné dans ses mains. Je sais que Julien a parfois un humour. Elle a cherché le mot, n'en a pas trouvé. Ce soir-là, je n'ai pas réagi. Je me suis sentie coincée. Je voulais que tout soit parfait. J'ai ri parce que tout le monde riait. Elle s'est mordue la lèvre. Je n'aurais pas dû. Un silence a rempli la pièce. Dehors, une poussette a couiné, une porte a claqué plus loin. Demain, il y a la soirée, a-t-elle repris. Julien dit qu'il annoncera un partenariat. Il faut que ça se passe bien. Les journaux seront là, les partenaires aussi, si tu pouvais. Juste ne pas compliquer. Après, on parlera. On mettra tout à plat. Elle me regardait comme on regarde un feu qu'on voudrait tiédir avec les mains. J'ai posé mes doigts sur la nappe à plat, comme pour vérifier une dernière fois le niveau de cette table qui m'a tant servi. Anaïs, ai-je dit, je n'ai jamais compliqué. Je lis, je vise ou je ne vise pas. Quand tout tient, je tiens. Quand ça branle, je ne serre pas les boulons à l'aveugle. Elle a hoché la tête, trop vite. Je comprends, mais peut-être qu'on peut s'arranger, tu sais, les mots, dire les choses de façon... Elle a levé les mains, cherchant une forme dans l'air. Tu as toujours su arranger. Quand j'étais petite, tu mettais des plaies sur les angles, tu mettais des mots doux sur les silences. J'ai souri, je crois. Ajuster n'est pas masquer, Anaïs, et protéger n'est pas mentir. Elle a détourné les yeux. Je n'ai pas demandé à mentir, j'ai demandé à différer. Juste le temps que... Les phrases se sont cassées d'elles-mêmes. Alors elle a respiré plus profondément, a posé le mouchoir et une fatigue ancienne a pris place sur son visage. J'ai honte, maman. Pas pour demain, pour l'autre soir, pour ce que j'ai laissé faire de moi. J'avais peur qu'on me renvoie à ce que je suis, à ce que je viens, de toi, de nous. J'ai voulu être ailleurs, au-dessus, et j'ai été en dessous. Elle parlait bas. La sincérité chez elle arrive comme la pluie, par nappes qui hésitent. Je veux que tu viennes demain, a-t-elle ajouté. Que tu sois là. Et que elle n'a pas trouvé. J'ai pensé à la petite fille qui m'attendait, à la sortie de l'école, avec des dessins trop chargés de feutre noir. Quand on repasse trop, le papier se perce. Demain, j'irai, ai-je dit. Je m'assoirai sans bruit. Je ne ferai pas de scène. Je n'en ai jamais fait. Mais si quelqu'un annonce un engagement qu'il ne peut pas tenir, je ne prêterai pas mon nom à cet appui-là. Elle a serré les dents, a acquiescé. D'accord. Puis, après un temps, s'il doit y avoir un problème, peux-tu me prévenir? Avant, j'ai pensé aux huissiers, aux notaires, aux courriers datés, à ces hommes et ces femmes qui ne préviennent pas. Ils constatent. Je te dirai ce qui est vrai, ai-je répondu. Ni plus ni moins. Elle s'est levée pour regarder dehors. Les tilleuls bougeaient peu. Je t'ai blessé, n'est-ce pas? La franchise, quand elle arrive, entre par la fenêtre et sonne juste. Oui, ai-je dit. Elle a fermé les yeux, une seconde. Je suis désolée. Il n'y avait plus personne à convaincre dans cette phrase-là. C'est pour cela qu'elle pesait. Avant de partir, elle a ouvert son sac, en a tiré une enveloppe.
Julien voulait envoyer ça. J'ai dit que je m'en chargerais. À l'intérieur, une invitation cartonnée, dorure fine, programme de la soirée et un mot dactylographié, honneur aux familles fondatrices. Rien sur les partenaires, et rien sur les pactes. Les lustres n'aiment pas les poutres. Je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte. Elle s'est retournée sur le seuil. Demain, ne me laisse pas me perdre. J'ai eu envie de lui remettre les cheveux derrière l'oreille comme autrefois, de lui dire que tout irait bien, que la vie se débrouille. J'ai gardé mes mains contre moi. Demain, tu ne te perdras pas si tu regardes où tu poses les pieds. Quand elle est partie, j'ai rangé l'enveloppe dans le classeur taupe, comme on range un faire-part dans un livre de comptes. Puis j'ai appelé Maître Durand. Nous avons passé en revue une dernière fois les bornes, ce qu'un partenariat stratégique peut emporter d'engagements présents ou futurs, les modalités de communication qui, si elles s'avèrent mensongères, pourraient relever de la responsabilité des dirigeants. Il a parlé posément, m'a rappelé ce que je savais. La loi protège ce qui est écrit, pas ce qu'on rêve sous les verrières. Le soir, j'ai descendu les poubelles, croisé la voisine du 3e qui promène son petit chien tard pour éviter les gros. So était tranquille, presque immobile, comme un linge bien repassé sur un dossier de chaise. En remontant les marches, j'ai ressenti ce calme qui n'a rien à voir avec l'indifférence. C'est celui des maisons qui ont pris leurs décisions. Demain, je mettrai mon manteau clair. J'écouterai. Et si un mot trop grand tentait de recouvrir une vérité trop maigre, je me contenterai, comme toujours, de tirer doucement le tissu pour qu'il cesse de mentir. Le samedi soir, les verrières du pavillon de l'Ouest parisien avaient été polies comme des glaces de manège. On avait tiré des nappes blanches jusqu'au sol, dressé des bouquets pâles, posé un piano dont les touches attendaient une main sûre. Les invités entraient par grappes, laisse de badge au cou, flûte déjà haute. Les photographes nivelaient tout à coup d'éclairs. Je me suis assise près d'une colonne, manteau clair, sac posé à portée de main. Anaïs me vit en arrivant, son regard accrocha le mien, puis se déroba avec une douceur maladroite. Je lui fis un signe bref, suffisant. À quelques mètres, Sylvain parlait bas à un homme des assurances crédit. Bernard tournait autour de ses convives comme on vérifie les fenêtres avant l'orage. Julien, lui, passait de table en table, beau comme un miroir neuf. À 19h30, le maître de cérémonie prit le micro. « 50 ans !» criait la banderole. Les mots « résilience »,« transformation »,« ambition » glissèrent bien repassés. Puis Julien monta sur l'estrade de verre. Sa voix avait cette chaleur que donne le sentiment de scène. « Ce soir, nous tenons une promesse. Nous avons le plaisir d'annoncer un partenariat stratégique qui nous ouvre. » Les phrases firent des arcs. Je notais presque tendrement le futur de certitude, la fausse simplicité du présent. Sur ma droite, un homme en costume sombre s'était glissé contre le pilier. L'huissier demandé par Maître Durand, venu constater les annonces publiques relatives à des engagements financiers. Il ne brillait pas, il notait. Julien continua, déroulant une cartographie d'agrandissement et de synergie. Il parla de capacité de feu, de volumétrie client, d'effet d'échelle. Chaque mot ajoutait une couche de vernis sur une table dont je sentais la jambe instable. Puis il prononça la phrase qu'il ne fallait pas. Les accords sont signés, l'engagement financier correspondant est sécurisé. Je refermai mon stylo. Le silence qui précède un craquement est un silence plein. Je me levai, posai la main à plat sur la table devant moi. Un geste très simple pour rappeler à mes genoux que l'on se redresse toujours depuis le plancher. Je n'allais pas vers l'estrade. Je restais à ma place et, à voix claire, sans hausser, j'adressais ces mots au maître de cérémonie. Puis je demandai une précision pour la salle, par respect des partenaires et des banques. On m'offrit, politesse trop vite accordée, un micro. Je n'en pris pas. Je suis Claire, présidente de Parapluie Conseil, signataire du pacte d'associés depuis 2021. Pour toute opération emportant un engagement financier au-delà d'un certain seuil, le consentement préalable de Parapluie Conseil est requis. À ce jour, aucun dossier complet ne m'a été transmis et aucun visa n'a été donné. Je n'ajoutais rien. L'huissier leva les yeux, nota. Les phrases ont parfois un bruit de porcelaine. Celle-ci eut le son net d'un verre posé droit. Quelques respirations s'accrochèrent.
La musique de fond hésita. On entendit un rire s'éteindre comme une allumette. Le maître de cérémonie, brave homme, bafouilla un merci pour cette précision technique. Julien remercia pour l'apport de gouvernance, parole de vitre. Mais autour, les regards avaient changé d'axe. 2 banquiers se penchèrent l'un vers l'autre. Un assureur crédit ajusta son badge. Un fournisseur consulta son téléphone où s'affichaient des échéances. Je sentis, derrière mon épaule, Anaïs se rapprocher. Elle ne dit rien. Sa main toucha un instant le dossier de ma chaise. Un contact furtif, comme on pose les doigts sur une pierre froide pour vérifier qu'elle tient. Louise, plus loin, avait le sourire figé de ceux qui tiennent les buffets à la force des bras. Bernard parlait trop bas, trop vite à Sylvain. Le monde ne s'était pas effondré. Il avait juste reculé d'un pas pour laisser apparaître la poutre. Sur l'estrade, Julien tenta une reprise. Le partenariat est en très bonne voie. Les derniers éléments formels sont... Je notais ce glissement soudain vers la voix conditionnelle. La musique, docile, repartit, et l'on invita les convives à profiter du cocktail dînatoire. Les serveurs entrèrent comme une marée programmée. L'huissier, sans bruit, me fit un léger signe de tête, cette façon professionnelle de dire « c'est noté ». Je passai entre les groupes sans m'attarder. Un ancien client de Philippe me serra la main avec cette fraternité calme des hommes qui ont lu des statuts toute leur vie. « Vous avez parlé comme on pose un niveau », dit-il simplement. Je souris. Les compliments utiles sont courts. À une table, Élodie, je l'avais prévenue de ma présence, murmura que les lignes ne se relèvent pas sur des promesses. Je lui répondis que rien n'était cassé si l'on acceptait de s'asseoir autour d'un vrai dossier. Plus tard, au moment où un pianiste joua une valse trop rapide, je vis Anaïs s'éloigner vers une verrière. Je la rejoignis. Elle regardait dehors, la nuit reflétée sur sa propre image. « Ça devait arriver, dit-elle. » Sa voix ne tremblait pas. Il a confondu lumière et clarté. Je ne répondis pas. Elle ajouta « Merci de ne pas avoir fait plus. Il n'y avait rien de plus à faire. Les maisons qui tiennent n'ont pas besoin de coups de poing. Elles ont besoin que l'on redise où sont les murs. » Avant de partir, je m'arrêtai près du piano. J'entendis derrière moi Sylvain. « Madame », sa voix avait perdu sa politesse de marbre. « Nous vous transmettrons le dossier complet sous 15 jours. » Je hochai la tête. « Faites-le dans la semaine. Le marché a ce soir de très bonnes oreilles. » Il acquiesça, sincère. « C'est la seule musique qui m'intéresse. » Dehors, l'air sentait la pluie tenue en laisse. Je remontais mon manteau. Dans le taxi, je regardais Paris défiler, toujours trop sûre d'elle en façade. À Sceaux, j'ouvris la fenêtre sur les tilleuls. J'écrivis dans mon carnet « Soirée, annonce rectifiée, constat ». Réaction, banque, assureur crédit, fournisseur, basculement entamé. Anaïs, verrière, phrase juste. Puis je rangeai le stylo. Je n'avais humilié personne. J'avais seulement tenu une clé à sa serrure. Le reste, désormais, ne dépendait plus de ma voix, mais du poids réel des choses quand on cesse de les tenir à bout de bras. Demain, peut-être, les lustres paraîtraient plus lourds. Ce n'est pas que la fête finirait, c'est qu'elle retrouverait sa vraie taille. Le lundi suivant, les mails avaient changé de grain. Les phrases trop longues s'étaient raccourcies, les formules brillantes avaient cédé à des points. Un message du commissaire aux comptes, sec mais sans agressivité, demandait à acter par écrit la rectification des annonces faites lors de la soirée. Dans l'heure, un courrier était parti aux partenaires. Aucun engagement financier définitif n'a été pris à ce jour. On appelait cela clarification. J'entendais surtout la respiration d'une maison qui accepte enfin sa cage thoracique. 3 jours plus tard, je reçus le dossier promis. Cette fois, il tenait dans un cartable gris, sans ruban. Compte consolidé, échéancier, contrat client, plan de trésorerie à 6 mois, annexe sur les garanties. Je l'ouvris comme on soulève une nappe, avec soin, sans hâte. Les chiffres avaient encore des coins mal repassés. On y lisait de l'optimisme là où l'habitude voudrait de la prudence. Mais pour la première fois, quelque chose se tenait. J'annotais marginalement, numérotais les pièces, posais 3 onglets. Hypothèse, actifs cessibles, gouvernance. L'après-midi, conseil restreint dans une salle moins mise en scène chez leur avocat. Pas de bouquet, pas de piano. Julien arriva à l'heure, cravate serrée, visage pâle de ceux qui n'ont pas bien dormi. Sylvain prit la parole le premier.
signe discret que la hiérarchie interne avait pivoté d'un cran. Il reconnut des imprécisions lors de la soirée, remercia pour la rigueur, les familles oublient moins vite ce mot-là quand les lustres se taisent, et me proposa un tour de table sur le plan de financement. J'expliquai, calmement, que je pouvais envisager un visa partiel sur un bridge de 700 000 euros, conditionné à 3 gestes écrits noir sur blanc. 1. La cession d'un parc machine devenu non stratégique depuis 2 ans, mais jamais assumé. 2. Un plan fournisseur priorisant les plus fragiles, avec règlement d'acompte notifié. 3. Un reporting mensuel au format simple, chiffre brut sans rhétorique. J'ajoutais un 4e point que je n'avais pas prévu d'énoncer si tôt et qui est sorti tout seul comme une vérité qu'on épargne trop longtemps. Il faut un comité de pilotage opérationnel avec un directeur financier indépendant, pas un cousin, pas un ami, un professionnel. Le juriste interne griffonna. Sylvain acquiesça aussitôt. Bernard tapa doucement du doigt sur le bois. Julien garda le regard fixé sur son stylo. « Et la gouvernance ?» demanda-t-il enfin. Sa voix n'attaquait plus, elle cherchait la pente douce. Je répondis que je ne toucherais pas à la poutre, le pacte restait ce qu'il était, qu'une charte peut s'ajouter, mais jamais retrancher. Nous pouvons, si vous voulez, formaliser un calendrier de dialogue. Le lundi midi, 10 pages, pas plus, pas de photos. À ma surprise, il sourit, brièvement comme soulagé de ne plus devoir briller. Nous actâmes les bornes, l'huissier nota le protocole, Maître Durand demanda des signatures lisibles, des paraphes nets. Quelques jours plus tard, Élodie confirma que la banque suivrait sur la tranche validée, au vu des garanties croisées et de la gouvernance clarifiée. Les fournisseurs que j'avais reçus en off m'écrivirent 2 lignes chacun. Des remerciements d'artisans, de ceux qui savent ce que coûte une semaine gagnée. Le site d'Éco-économique publia un erratum pudique. Personne ne s'excuse vraiment dans ces pages-là. On précise. C'est l'élégance des mauvais jours. Ce même soir, Anaïs sonna. Elle ne portait pas de tranche, mais un manteau trop fin pour le vent. Dans la lumière de la cuisine, ses traits étaient ceux d'une femme qui a cessé de parler à son miroir. « J'ai lu la lettre au partenaire, dit-elle. C'est bien. » Elle tourna la tasse entre ses pommes, comme autrefois lorsqu'elle s'apaisait au chocolat. Julien a compris, je crois. Il dit qu'il ne savait pas la différence entre être vu et être clair. Elle eut un demi-sourire. Moi non plus. Elle hésita, puis chercha mes yeux. Je vais te dire une chose que je n'ai jamais dite. J'ai eu honte de t'avoir laissé seule ce soir-là. On dirait une petite phrase, mais elle pèse. J'entendis dans sa bouche la fatigue vraie qui remplace enfin le théâtre. Elle inspira. Julien voudrait te voir sans protocole. S'excuser, pas devant tout le monde. Devant toi. Je n'aime pas les scènes, je n'aime pas non plus les excuses publiques qui sentent la pierre ponce. Qu'il fasse convenablement son travail, ai-je répondu, qu'il parle correctement en réunion, qu'il paie les gens à l'heure, ce sera sa meilleure phrase. Nous avons parlé de choses simples, du linge qui sèche lentement l'hiver, des tilleuls qui perdent leurs feuilles par paquets, des trains du dimanche, moins pressés. Elle a posé sa main sur la table, j'ai posé la mienne à côté, sans recouvrir la sienne. Les gestes d'amour ne sont pas des couvercles. La semaine suivante, le comité se réunit pour la première fois. Un directeur financier indépendant recommandé par le commissaire aux comptes prit place. Il avait le visage franc des gens qui aiment les colonnes bien alignées. Julien présenta, sans rouler les airs, une version courte du plan. Bernard, c'était nouveau, se tut. Louise, les doigts noués, nota quelque chose qu'elle ne montra à personne. On parla des machines à céder, du calendrier des acomptes, des prix à renégocier proprement au lieu de s'endetter pour ne rien trancher. À la fin, je donnai mon visa pour le bridge cadré, joignis une lettre d'intention qui tenait en une page. L'huissier appuya sa plume. Sylvain, en rangeant ses papiers, souffla seulement. « Merci. » Ce n'était pas pour moi, c'était pour la poutre. Le soir, de retour à Sceaux, j'écrivis dans mon carnet « Visa partiel donné. Conditions actées, gouvernance installée. » Puis en dessous, une phrase que Philippe aurait approuvée. On ne punit pas par le droit, on protège. Je versais du thé, regardais la nuit coller sa joue aux vitres. Demain ne serait pas triomphant, il serait tenable. C'est tout ce qu'on demande à une maison quand on a dépassé les illusions.
qu'elles tiennent debout sans appuyer sur personne. Anaïs m'écrivit à 22h11. Merci d'être venu à ma vie comme tu viens à table, sans bruit, mais avec tout ce qu'il faut. Je ne répondis pas tout de suite. Certaines phrases, on les laisse tiédir pour vérifier qu'elles n'ont pas été écrites sous une lumière trop forte. Puis, j'éteignis l'abat-jour vert. Dans la pièce restée sombre, j'entendis très distinctement le bruit d'une clé qu'on retire d'une serrure et qu'on pose à sa place. Demain, je la reprendrai si nécessaire, ou je la laisserai là, enfin, comme on laisse un outil sur l'étagère quand le meuble tient. L'hiver est venu sans tapage. À Sceaux, la buée s'installe sur les vitres et le parc prend cette odeur de terre froide qui apaise les têtes trop bavardes. Les semaines ont suivi un rythme d'atelier. Comité sobre le lundi, reporting court, acompte versé, machine cédée proprement. La maison Porcier a cessé de jouer à cacher ses charpentes. Elle s'est remise à tenir par ses angles. Les photos sur les réseaux se sont raréfiées. Les chiffres, eux, ont recommencé à prendre la parole. Julien n'a pas demandé à me voir tout de suite. Il est venu par les gestes. Il s'est présenté aux réunions à l'heure, a prononcé « Nous avons mal évalué » sans avaler les mots, a appelé un fournisseur par son nom et non par sa fonction. Un matin, il a dit devant Sylvain, devant le directeur financier indépendant, oui, celui au regard franc, cette phrase qui signe un adulte, j'ai confondu la lumière et la clarté. Merci de m'avoir arrêté net. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas à moi d'être remercié, c'était à la poutre. Un vendredi, Bernard a demandé à passer. Il est venu sans Louise, avec un manteau trop lourd pour sa posture. Nous avons bu un café. Sa voix avait perdu son velours de chef de table. J'ai grandi dans un monde où l'on serre les mains comme on jure une église, a-t-il dit. J'ai laissé mon fils se croire plus fort qu'un texte écrit. C'était bête. Il n'a pas prononcé le mot pardon. Il a dit bête 2 fois. C'était juste. Il a ajouté « Votre discrétion a sauvé la maison ». J'ai secoué légèrement la tête. On ne sauve pas une maison en lui criant dessus. On la remet à niveau. Louise, elle, n'est pas venue. Elle a envoyé une carte de vœux dorure fine, souhaitant la sérénité. Je l'ai posée dans le classeur taupe, à la rubrique politesse. Certaines relations, pour tenir, doivent rester au placard des manières. Anaïs est revenue plus lentement. Nous avons recommencé par des choses qui ne demandent pas de pardon. Marcher jusqu'au marché, choisir des poireaux, discuter du prix des pommes de terre. L'objet d'un repas guérit plus sûrement qu'un discours. Le soir, elle m'a aidé à plier une nappe. Tu sais, a-t-elle soufflé, j'ai longtemps pensé qu'être adulte, c'était marcher vite dans des lieux où on t'ouvre les portes. Je découvre que c'est surtout marcher droit quand personne ne t'attend. Elle a relevé la tête. Je regrette de t'avoir laissé seule dans la salle, l'autre fois. J'ai passé la main sur l'étoffe pour chasser un pli. Le pli part, et je dis, il reste la trame. Au printemps, un article bref a noté que l'acteur historique Portier consolide sa gouvernance. On n'y parlait plus de bridage, mais de discipline. Les journaux, comme les miroirs, apprennent parfois. Les banques ont maintenu leur ligne. Les fournisseurs, à petits pas, ont repris confiance. Le directeur financier indépendant a été confirmé. On a même remis un peu de peinture sur un mur trop vite repassé. Un showroom fermé, cette fois, le temps d'un vrai plan. La fête n'a pas disparu, elle a pris une taille humaine. Je ne suis pas entrée dans leur maison, je n'en ai pas le désir. Je n'ai pas besoin de voir les lustres. Je préfère les tables qui tiennent. Mes pas, désormais, suivent le même rituel. Roer, bouilloire, lampe à abat-jour vert. J'ai déplacé le classeur taupe d'une étagère. Il reste à portée, mais je ne le regarde plus comme un outil, plutôt comme une photographie de plafond, où l'on n'oublie pas qu'il y a des poutres au-dessus de nos paroles. Un dimanche, Anaïs a apporté un bouquet de renoncules trop blanches, maladroites et parfaites. Nous avons parlé des pluies, de sa fatigue, de ses envies de choses simples. Un pull qui ne pique pas, une chaise qui ne grince pas, une adresse au bord de la mer où l'on ne se photographie pas. En partant, elle s'est arrêtée sur le seuil. « Maman, j'aimerais que tu me montres comment on tient une maison. Pas comment on la décore. Comment on la tient. » Il m'a fallu respirer un peu avant de répondre. On la tient en la laissant tenir et en empêchant ceux qui l'aiment mal de déplacer ses murs.
Elle a souri. Ce n'était plus un sourire pour la salle. Quant à Sylvain, il m'a écrit à la main, chose rare, un billet qui tenait en 2 lignes. Nous avons rectifié ce qui devait l'être. Merci d'avoir choisi la lumière froide des chiffres plutôt que l'éclat des scènes. J'ai rangé ce billet avec les autres papiers utiles. Il n'est pas un trophée. Il est la trace d'un moment où des adultes ont préféré tenir bon que paraître. La vengeance, s'il faut nommer ainsi ce que j'ai fait, n'a pas laissé de cicatrices voyantes. Elle a rétabli un niveau. Elle a rendu à chacun son métier, aux mots leur poids, aux chiffres leur mesure, à ma fille son visage. Je n'ai pas gagné de territoire, j'ai gagné un silence qui ne blesse plus. Et maintenant, puisqu'il faut terminer, laissez-moi parler à celles et ceux qui m'ont lu jusque-là, aux femmes qui ont vécu assez longtemps pour se confondre avec leurs murs, aux hommes qui confondent encore bruit et force, à celles qui replient des nappes en serrant les dents, à ceux qui se moquent parce qu'ils ont peur. Vous qui avez gardé le silence jusqu'au sang, je sais le goût métallique qu'il laisse dans la bouche. On vous dira que vous êtes faible, timide, dépassé. Il se trompe d'adresse. Le silence n'est pas une absence, c'est un outil. Il ne sert à rien lorsqu'il masque, il sauve quand il mesure. Tenez vos papiers prêts. Apprenez les mots justes. Ne cherchez pas des scènes, cherchez des poutres. Ne vous courbez pas pour arranger les salons de ceux qui cassent les murs. Redressez-vous et posez la main sur la table. Si elle branle, ne la soutenez pas de votre dos, dites-le. Faites venir la lumière froide. Exigez que les chiffres cessent de faire du bruit et se mettent à tenir debout. Et si un jour on vous traite de rate-laide dans une salle trop éclairée, ne partez pas, ne pleurez pas, n'ajoutez pas de rideau. Restez à votre place. Dites une phrase courte, exacte, qui fait reculer les lustres, puis rentrez chez vous. Faites du thé, rangez vos papiers. La dignité n'est pas un cri. C'est une clé qui tourne sans trembler dans une serrure que personne ne regardait. Un jour, on vous demandera comment vous avez fait. Vous répondrez, j'ai remis les choses à leur place. C'est peu, c'est assez, c'est tout ce qui sauve.